Vous n'avez aucune idée de la personne sur qui vous venez de hurler, siffla le directeur entre ses dents serrées. Cet homme possède la moitié de la défense. Je me fiche qu'il possède le monde entier, répliqua Chloé, la voix tremblante mais ferme. Il a agressé ce gamin pour un café renversé. Il devrait s'excuser. L'homme riche, vêtu d'un costume sombre impeccable, l'observait en silence depuis l'autre bout de la brasserie. Pas un sourire, pas de colère, juste des yeux froids qui semblent porter de lourds secrets. Il vient ici chaque semaine, toujours seul. Il ne parle jamais, ne sourit jamais, chuchota une autre serveuse. Chloé ne s'y a pas. Alors peut-être qu'il n'est pas seulement riche, peut-être qu'il est brisé, lui aussi. C'est à ce moment-là qu'il se leva. Le soleil de fin de matinée inondait d'or les parois vitrées du café Vendôme, un établissement huppé, niché entre les tours de verre et d'acier du quartier d'affaires parisien. Les serveuses portaient des tabliers bruns et des sourires forcés. Les clients portaient des costumes sur mesure, des parfums coûteux et des rires factices. Mais Chloé portait sa vérité à fleur de peau, brute et sans artifice. Elle n'était pas censée être là ce matin-là. C'était son jour de repos. Mais lorsque Sophie s'était portée pâle, Chloé avait accepté de la remplacer. Le loyer était dû et les médicaments de sa mère n'étaient pas gratuits. Tout était normal jusqu'à ce qu'il entre à nouveau. Grand, sombre, seul. Pas de téléphone, pas d'ordinateur portable, juste une présence silencieuse dans la banquette la plus éloignée. Tout le monde l'appelait l'homme de glace. Parce qu'il portait toujours des costumes gris anthracite et ne disait jamais un mot. Chloé l'avait déjà servi. Il ne la regardait jamais, ne disait jamais merci. Il se contentait de glisser sa carte noire sur la table, d'hocher la tête et de partir. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Un jeune commis, à peine sorti de l'adolescence, avait accidentellement renversé un peu de cappuccino brûlant sur sa table. L'homme n'avait pas crié. Il avait simplement lancé un regard qui ressemblait à un jugement divin. Le garçon s'était figé, tremblant, au bord des larmes. Le café était tombé dans un silence de mort. Alors Chloé s'était avancée, avait attrapé une serviette et avait doucement essuyé les dégâts. « Ce n'est que du café, monsieur, pas du sang. » Il ne dit rien. Le directeur se précipita, s'excusant, s'inclinant, prêt à embrasser le sol. « Monsieur, je vous en prie, pardonnez au garçon, il est nouveau. »« Je suis en train de parler, » coupa sèchement Chloé. « Et il ne l'a pas renversé sur vous, il l'a renversé sur la table. » Le silence s'épaissit. Les yeux de l'homme se posèrent sur son visage pour la première fois. « Vous êtes viré », siffla le directeur à l'oreille de Chloé. Chloé l'ignora. Elle regarda directement l'homme riche et dit « Vous venez ici chaque vendredi et vous vous asseyez seul. Ce garçon pourrait être votre fils. Il a fait une erreur, c'est tout. » L'homme prit enfin la parole. Sa voix était grave et calme. « Parlez-vous toujours ainsi aux inconnus ? » ?»« Seulement aux impolis, » répondit-elle. À la surprise générale, il sourit. Juste une seconde, comme une fissure dans la pierre. Il se leva et sortit quelque chose de sa poche. Ce n'était pas un pourboire. C'était une photographie pliée. Il la posa face contre table. Chloé fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas. Il sortit simplement, silencieux comme une ombre. Le directeur voulut saisir la photo avant elle. « Laisse ça, tu as fait assez de dégâts comme ça. » Mais Chloé fut plus rapide. Elle la retourna. C'était la photo d'une petite fille assise seule sur une balançoire. Derrière elle, une femme tenait un plateau. Elle ressemblait trait pour trait à Chloé. Même visage, même tablier. Mais ce n'était pas elle. La photo était datée d'il y a 15 ans. Elle eut le souffle coupé, et dans cette seconde, quelqu'un sembla murmurer derrière elle. « Tu ressembles à ma défunte nounou. » Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Seulement l'odeur de l'argent et le fantôme d'un passé qui n'avait pas fini de parler. « Monsieur de Saint-Clair demande à te voir, » chuchota la nouvelle serveuse. Chloé leva les yeux de l'évier, confuse. « Moi ?
Pourquoi? Est-ce que j'ai l'air d'un prophète? Tout ce que je sais, c'est que l'homme qui ne parle jamais ne s'arrête plus de fixer ta photo. Tu es tout ce dont il parle. Il a dit que seul toi devais le servir. Chloé s'essuya les mains et sortit en salle. Le café redevint silencieux. Il était là. Même banquette, même costume, mais quelque chose était différent. Cette fois, il se leva alors qu'elle marchait vers lui. Et cette fois, il tira la chaise pour l'inviter à s'asseoir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident de la photo. Chloé avait essayé d'oublier, mais le visage de la petite fille hantait ses rêves. Qui était-elle? Pourquoi lui ressemblait-elle autant? Et que signifiait cette photo? Pourtant, les factures n'avaient aucune patience pour les mystères. Elle était de retour au café Vendôme, enchaînant les heures supplémentaires, frottant les tables, débarrassant les tasses, jusqu'à son retour. Mais aujourd'hui, il n'était pas seulement froid et calme. Il l'attendait. « Asseyez-vous. » Elle cligna des yeux. « Pardon ? » ?»« S'il vous plaît, asseyez-vous, » répéta-t-il doucement. Elle hésita. Elle n'était pas censée le faire. Le personnel n'avait pas le droit de s'asseoir avec les clients. Mais son ton n'était pas autoritaire. Il était presque désespéré. Chloé prit place lentement. « D'accord. Monsieur de Saint-Clair, je vous écoute. »« Je m'appelle Gabriel. Gabriel Valmont, dit-il. Je ne parle pas beaucoup parce que les gens ne voient que mon argent. »« Et que voyez-vous quand vous me regardez ?» demanda-t-elle. Il la fixa longuement. « De la bonté. Et quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps. » Elle fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Gabriel plongea à nouveau la main dans sa veste et sortit une tablette. Il la fit glisser sur la table. « Regardez ça. » Chloé appuya sur lecture. C'était une vieille vidéo, un film de famille granuleux. On y voyait une petite fille rire alors qu'une femme, qui ressemblait à s'y méprendre à Chloé, la chatouillait et l'embrassait sur les joues. « Qui est ce ?» murmura Chloé. « Ma petite sœur, » répondit Gabriel, la voix lourde. « Et voici notre ancienne nounou. Elle est morte dans un accident de bus. J'avais 9 ans. » Chloé fixait l'écran, hypnotisée. « Cette femme !» « Elle s'appelait Hélène, » dit Gabriel. « Votre mère ?» Le cœur de Chloé rata un battement. « Quoi ?» Mes parents m'ont dit plus tard qu'elle était sans papier. Ils l'ont renvoyée juste avant qu'elle ne meure. Elle était la seule véritable figure maternelle que ma sœur ait jamais eue. Chloé porta la main à sa bouche. « Je me souviens de son visage, » dit Gabriel. « Et quand je vous ai vu, c'était comme regarder un fantôme qui souriait. » Le cœur de la jeune femme battait la chamade, mais il se pencha vers elle. « Je ne fais pas confiance aux gens, surtout aux femmes. Toutes celles que j'ai fréquentées en voulaient à mon argent. Mais vous avez défendu un garçon alors qu'aucune caméra ne tournait, aucun profit à gagner. » Il fit une pause. « Je veux mieux vous connaître. » Chloé cligna des yeux. « Vous voulez dire comme un rendez-vous ? Non, pas un rendez-vous galant. » Alors quoi ? Les lèvres de Gabriel s'arquèrent légèrement. « Un dîner dans ma propriété. Pas de personnel, pas de journaliste, juste vous et moi. » Chloé secoua la tête. « C'est trop étrange. Les milliardaires n'invitent pas les serveuses à dîner parce qu'elles ressemblent à leur nounou décédée. Je sais de quoi ça a l'air. Mais je crois que le destin nous envoie des rappels des personnes que nous aurions dû protéger. » Elle baissa les yeux vers la vidéo. La petite fille riait. Elle semblait libre, heureuse. Quelque chose dans ce moment la toucha profondément. « Je vais y réfléchir, » murmura Chloé. Gabriel se leva. « Samedi, 19h. J'enverrai une voiture. » Il sortit,
ne laissant derrière lui que le silence et le sillage persistant d'une eau de Cologne hors de prix. Sa meilleure amie, Katia, s'approcha derrière elle. « Ma belle, tu réalises ce qui vient de se passer ?» Chloé ne répondit pas. Elle fixait encore la fille dans la vidéo. Puis, sorti de nulle part, son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Ne va pas chez lui. Tu es en danger. » Elle se figea. Le message disparut, effacé automatiquement. La berline noire arriva exactement à 18h59. Elle glissa dans les rues étroites de son quartier populaire comme une ombre silencieuse, s'arrêtant juste devant l'immeuble délabré de Chloé. Lorsqu'elle monta à l'arrière, les voisins épiaient depuis leurs fenêtres. Personne ne venait jamais chercher une serveuse en voiture de luxe ici. Plus ils s'éloignaient du bruit de la ville, plus cela devenait irréel. Ils passèrent des grilles de sécurité plus hautes que des murs de prison, des jardins privés de la taille de terrains de football et des fontaines qui dansaient comme des artistes de scène. Mais quand les portes du domaine s'ouvrirent enfin, Chloé sentit une pression dans sa poitrine. Ce n'était pas juste un dîner, c'était une épreuve. Le manoir ressemblait à quelque chose de volé à un rêve royal. 12 colonnes bordaient l'entrée principale. Les lumières scintillaient sur les marches de marbre. Tout hurlait la richesse. Mais Chloé se fichait des lustres ou des peintures. Elle s'inquiétait de l'étrange silence. Pas de musique, pas de majordome, pas de rire. Juste le calme d'un lieu qui détenait trop d'histoire. Personne n'osait parler. Gabriel se tenait près de la porte d'entrée, portant une chemise bleu nuit et un pantalon sombre. Pas de veste, pas de cravate. Juste un homme qui ressemblait moins à un milliardaire et plus à quelqu'un essayant d'être humain. « Vous avez l'air nerveuse, dit-il, en ouvrant la porte lui-même. Chloé sourit faiblement. « Vous aviez dit « pas de personnel ». Vous n'aviez pas dit que j'entrerais dans un palais. » Il émit un petit rire, mais qui n'atteignit pas ses yeux. « Venez, laissez-moi vous montrer quelque chose avant le dîner. » Il la guida dans un couloir silencieux, passant devant des portes verrouillées et des tableaux recouverts de draps. Chaque pas résonnait comme un souvenir. Finalement, ils atteignirent une pièce vitrée, lumineuse et moderne. À l'intérieur, 3 écrans numériques massifs tapissaient les murs. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Chloé. Gabriel appuya sur un bouton. Les écrans s'animèrent, montrant des images de surveillance. Marchés, routes, hôpitaux, cafés. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi avez-vous des images de sécurité de gens normaux ?» Il la regarda attentivement. « Parce que je teste les gens. Je ne fais pas confiance à la bonté, à moins qu'elle ne soit vue quand personne ne regarde. » Le visage de Chloé changea. « Vous avez des caméras partout ?»« Non, juste dans mes investissements. Le café Vendôme inclus. » Son souffle se coupa. « Vous m'avez filmé ?» Gabriel hocha la tête. « Depuis le premier jour où vous avez aidé ce garçon. Depuis le moment où vous avez ramassé le reçu qu'un client avait laissé tomber et que vous lui avez couru après à travers le parking. Vous étiez différente. » Chloé recula légèrement. « Ce n'est pas de la bonté, c'est de la décence élémentaire. » « Exactement. Et c'est rare. » Il marqua une pause. « Vous avez réussi tous les tests, Chloé. » Elle déglutit. « Et alors ? Vous décidez simplement que je suis digne de dîner dans votre palais ? » Il ne sourit pas. « Non. Je dis que vous êtes la première femme que j'ai rencontrée sur laquelle je n'ai pas eu besoin d'enquêter au-delà de la caméra. Parce que votre cœur se voyait sur la bande. » Le silence se resserra autour d'eux. Chloé se tourna pour partir. Je devrais m'en aller. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, une voix s'éleva du couloir, cinglante. « Tu perds encore ton temps, Gabriel. Ce n'est qu'une autre actrice. » Chloé se retourna. Une femme se tenait dans l'encadrement de la porte, grande, élégante, rayonnante dans une robe en soie, le regard tranchant comme une lame de rasoir. « Je suis désolé, dit rapidement Gabriel. Voici Valérie, mon associée. »
Valérie sourit froidement. Et sa fiancée. Du moins, c'est ce que croient les médias. La mâchoire de Chloé se décrocha. C'est une sorte de blague ? Non, répondit Gabriel. La voix de Valérie était un mélange de velours et de poison. Oh, ma pauvre fille. Tu penses vraiment qu'il t'a fait venir ici pour ton grand cœur ? Réveille-toi. Tu fais partie d'une expérience. Chloé se tourna vers Gabriel, cherchant un démenti. Est-ce que c'est vrai ? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Valérie s'avança d'un pas. Ne t'inquiète pas, le dîner est quand même servi. Nous nourrissons toujours nos rats de laboratoire avant de les disséquer. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Gabriel chuchota. Ce n'est pas ça. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Chloé voulut partir, mais la porte d'entrée était verrouillée. La salle à manger était trop silencieuse pour une maison aussi vaste. 12 assiettes dorées, 2 verres en cristal, une longue table où le pouvoir siégeait à une extrémité et la confusion à l'autre. Les mains de Chloé tremblaient sous sa serviette. Elle ne savait pas si elle était une invitée, une cible ou une marionnette dans un jeu dont elle ignorait les règles. Ses yeux ne cessaient d'aller de la porte close au couloir vide. Une assiette de risotto aux truffes fumait devant elle, intouchée. Mais la véritable chaleur venait de la tension ambiante. Quelque chose clochait. Ce n'était pas une invitation à dîner, c'était une mise en scène. Valérie servit le vin comme si la maison lui appartenait. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. « Au nouveau départ », dit-elle doucement en levant son verre. Gabriel ne leva pas le sien. Il fixait son assiette, la mâchoire serrée. Chloé finit par rompre le silence. « Qu'est-ce que je fais ici exactement, Gabriel ?» C'est Valérie qui répondit à sa place. « Tu es le dernier projet en date. Félicitations. »« Je parle à lui », trancha Chloé en se tournant vers Gabriel. Il leva les yeux. Sa voix était basse, grave. « Je t'ai fait venir pour t'expliquer, pour te montrer que je ne choisis pas les femmes pour leur beauté ou leur origine. » Elle fronça les sourcils. « Alors vous les testez ? Avec des caméras ? Avec de la manipulation ?» Valérie l'interrompit avec autorité. « Il est obsédé par le contrôle. Toutes les femmes avec qui il a été ont échoué à ses tests. Je lui avais dit que ça recommencerait. »« Je ne suis pas l'un de vos jouets, » dit froidement Chloé. « Non, tu ne l'es pas, » répondit Gabriel. « Tu es la première que je ne voulais pas tester. Mais je l'ai fait quand même. » Son aveu resta suspendu dans l'air comme une fumée toxique. « J'ai vu ce que tu faisais pour les autres, et j'ai douté. Alors j'ai regardé encore, et à chaque fois, tu as choisi la bonté. Même quand personne ne remarquait, même quand cela te coûtait. » Les larmes piquaient les yeux de Chloé, mais elle les refoula. « Vous m'avez observé comme une expérience, et maintenant, je suis dans votre maison avec des portes verrouillées. J'ai verrouillé les portes pour la sécurité, dit-il, pas pour te piéger. » Elle se leva. « Alors déverrouillez-les. » Il hésita, puis hocha la tête. Une domestique entra silencieusement et tourna la clé. La serrure cliqueta, mais Chloé ne partit pas. Pas tout de suite. « Pourquoi Valérie s'est-elle présentée comme votre fiancée ?» Gabriel parut soudain épuisé. « Parce qu'il y a des années, en public, je lui ai donné ce titre pour rassurer les investisseurs. Notre partenariat devait paraître stable. C'est une façade. » Le rire de Valérie résonna contre les murs. C'était une façade jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Il avait besoin d'un bouclier. Je lui ai offert ça. Et en retour, j'ai obtenu le pouvoir, jusqu'à ce que tu arrives. Chloé se tourna vers Gabriel. « Vous l'avez laissé croire qu'elle avait un avenir avec vous ?» Je lui ai dit la vérité. Elle a choisi de rester. Le masque de Valérie se fissura. « Ne me peins pas comme la méchante, Gabriel. Je suis resté parce que je croyais que tu arrêterais enfin de courir après des fantômes. » Chloé se dirigea vers la porte, mais Gabriel l'appela doucement. « Chloé, ma sœur est partie. Ma nounou est partie. J'ai vécu dans un manoir rempli d'objets, mais vide de gens qui m'aimaient pour moi.
Elle ne se retourna pas mais demanda « Pourquoi maintenant ?»« Parce que tu es la seule personne qui m'ait donné l'impression d'exister sans exiger un prix en retour. » Le silence retomba, jusqu'à ce que Valérie applaudisse lentement. « C'est touchant. Sauf qu'il y a une chose que vous ignorez tous les deux. » Chloé se retourna. « Quoi ?» Les yeux de Valérie brillaient d'une lueur malveillante. « Il y a plus à savoir sur Hélène, ta mère, que vous ne le réalisez. Et si vous creusez trop profond, vous risquez de ne pas aimer ce que vous trouverez. » La voix de Chloé n'était plus qu'un murmure. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Valérie sortit une petite boîte en velours de son sac à main. Elle la fit glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait un mouchoir taché de sang séché. « J'ai trouvé ceci dans les affaires de ta mère le lendemain de l'accident. » Elle n'était pas juste une nounou. Les genoux de Chloé flanchèrent. Valérie se pencha vers elle. Elle cachait un secret capable de détruire tout ce domaine. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de la banlieue parisienne était gris, mais le cœur de Chloé était plus sombre encore. Elle n'avait pas dormi. Son esprit repassait en boucle le mouchoir, la tache de sang et les mots de Valérie. Elle se tenait dans l'ancienne chambre de sa mère, fixant la pendule murale délavée dont le tic-tac résonnait trop fort. Ses mains tremblaient, alors qu'elle sortait une vieille boîte à chaussures remplie de photos et de lettres. Puis elle la remarqua. Une latte de parquet légèrement soulevée près du lit. Elle avait marché dessus 1000 fois, mais aujourd'hui, quelque chose lui disait de s'arrêter. Elle s'agenouilla, souleva la planche et trouva un carnet usé, craquelé, imprégné de secrets. Le journal intime de sa mère. Chloé s'assit à même le sol, le journal tremblant sur ses genoux. Elle l'ouvrit, ses yeux parcourant des années de douleur cachée. 4 mars 1999. Ils ont menacé de m'expulser à nouveau. Mais Monsieur de Saint-Clair a dit que si je gardais le silence sur ce que j'avais vu, je pourrais garder mon travail. La petite fille m'aime. Je ne peux pas la laisser. Mais cette maison est froide. Trop de secrets dans ses murs. 12 mai. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Quelque chose dans le bureau de monsieur. Je ne pense pas que la maladie de la petite soit normale. J'ai peur pour elle. 30 juin. Je suis enceinte. Le souffle de Chloé se bloqua. Elle continuait de lire. 7 juillet. Ce n'est pas de monsieur de Saint-Clair, mais s'ils l'apprennent, ils me renverront. Peut-être pire. Ils veulent un contrôle total. J'ai pris ma décision. Je garderai l'enfant. Je l'appellerai Chloé. Les doigts de la jeune femme tremblaient. Sa mère n'avait jamais parlé de ça. Elle tourna les pages plus vite, des larmes glissant sur ses joues. 29 août. J'ai découvert ce qu'ils ont fait à la dernière employée de maison qui est tombée enceinte. Ils ont payé sa famille et l'ont fait disparaître. J'ai peur, mais j'ai caché des copies de ce que j'ai vu. Son cœur s'emballa. Des copies cachées. Soudain, son téléphone vibra. Un appel vidéo. Gabrielle ? Elle décrocha, la voix brisée. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que votre famille a essayé de faire expulser ma mère ? Il semblait confus. Je ne savais rien de tout ça. Mes parents géraient tout le personnel. Je n'étais qu'un enfant. Chloé brandit le journal. Elle a tout écrit. Elle a vu quelque chose de dangereux. Gabrielle se recula dans son siège. Je te crois, mais nous devons être prudents. Vous ne comprenez pas, dit Chloé. Ma mère avait peur pour sa vie. Elle n'était pas la seule, répondit Gabrielle. J'ai trouvé des dossiers hier soir que mon père avait verrouillés. Des dossiers médicaux, des transferts financiers. Certains vers un compte offshore au nom de Valérie. Chloé se figea. Attendez, Valérie ? Oui, et il y a plus. Gabrielle tapota sur son téléphone. J'ai programmé un test ADN pour nous deux. Chloé fronça les sourcils. Pourquoi ? Il la regarda avec douceur. Parce que si ce que tu lis est vrai, et si les dates correspondent, alors nous pourrions partager plus que des souvenirs.
L'estomac de Chloé se noua. « Vous pensez que nous sommes liés ?» « Je ne sais pas, » dit Gabriel. « Mais j'ai besoin de savoir avant que les sentiments ne deviennent plus profonds. » Elle détourna le regard de l'écran. Tout en elle se tordait de douleur. Puis un autre message apparut. Numéro inconnu. Ne fais pas confiance à Gabriel. Il ne cherche pas l'amour. Il cherche le silence. Elle hurla de frustration. « Assez avec ces messages !» cria-t-elle. Mais alors, le journal de sa mère glissa de sa main et une photo pliée en tomba. Elle était vieille, déchirée, mais assez claire. L'image montrait le père de Gabriel, beaucoup plus jeune, debout dans une chambre d'hôpital. À côté de lui, en uniforme d'infirmière, se tenait la mère de Chloé. Et au dos, griffonné à la hâte, « L'enfant n'est pas à eux, c'est le mien ». L'hôpital était silencieux, mais le cœur de Chloé battait à tout rompre. Les murs étaient d'un blanc clinique, les infirmières polies, et le prélèvement avait été rapide. Mais l'attente des résultats, ceux qui pouvaient anéantir son identité, semblait durer une éternité. Elle était assise dans le hall, les bras croisés, serrés contre sa poitrine, fixant chaque seconde qui s'égrenait sur l'horloge murale. En face d'elle, Gabriel restait silencieux, le regard rivé au sol, comme si la réponse le blessait déjà. Ils n'étaient plus des amants potentiels, ils étaient des points d'interrogation. Une enveloppe, un test ADN, une vérité. Soit leur lien deviendrait indestructible, soit il se briserait à jamais. Le médecin entra, tenant une enveloppe Kraft. Son visage était illisible. « Monsieur Valmont, mademoiselle, le test est concluant. » La gorge de Chloé se noua. Elle cessa de respirer. Gabriel aussi. Le médecin ouvrit l'enveloppe. « Vous n'êtes pas biologiquement apparentés. » Chloé relâcha un souffle qu'elle ignorait avoir retenu. Ses mains agrippèrent les accoudoirs de la chaise. Gabriel leva les yeux, la mâchoire relâchée, clignant rapidement des paupières. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. Le médecin hocha la tête. « À 100%. Aucun lien de parenté. Quelle que soit l'histoire entre vos familles, elle ne passe pas par le sang. » Pour la première fois depuis des jours, Chloé sentit ses épaules se détendre. Gabriel la regarda. « Je ne voulais pas le croire, mais je devais en être sûre. » Elle hocha lentement la tête. « Maintenant, vous savez. » Pourtant, alors qu'ils quittaient l'hôpital ensemble, une lourdeur persistait dans l'air. Le soulagement se mêlait à une étrange tristesse. L'absence de lien sanguin n'effaçait pas les dommages causés. Il restait des questions sans réponse. Une berline noire les attendait déjà à la sortie. Le chauffeur de Gabriel ouvrit la porte, mais Chloé secoua la tête. « J'ai besoin de temps, dit-elle, pour réfléchir, pour respirer. »« Je comprends, » répondit Gabriel. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il lui saisit doucement le poignet. « Viens au gala la semaine prochaine. Tu seras en sécurité. Valérie n'y sera pas. » C'est pourquoi ce gala ? Pour annoncer quelque chose d'important. Chloé plissa les yeux. Comme quoi ? Gabriel hésita. Comme la personne avec qui j'ai décidé de passer ma vie. Son cœur fit un bond, mais elle le dissimula. Je ne suis pas votre œuvre de charité, Gabriel. Tu ne l'as jamais été. Tu es la raison pour laquelle je crois aux secondes chances. Il monta dans la voiture et disparut. Chloé se retourna et, alors qu'elle s'éloignait, son téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. Ils ont effacé ses dossiers médicaux, mais j'ai une copie. Si tu veux la vérité sur ta mère, retrouve-moi demain, 19h, passerelle du canal Saint-Martin. Viens seule. Elle fixa le message, les doigts tremblants. Ce n'était pas fini. Ce soir-là, de retour dans son appartement, elle sortit à nouveau le journal de sa mère. Elle tourna jusqu'à la dernière page. Là, griffonnée d'une écriture tremblante, « S'il m'arrive quelque chose,
Suivez les noms. Docteur Hazan, clinique des Lilas, salle des archives 3. Le sang n'était pas le mien. Le sang. Soudain, tout bascula. Et si le sang sur le mouchoir n'était pas celui de sa mère, mais celui de quelqu'un d'autre? Et si sa mère ne fuyait pas un scandale, mais un crime? Le lendemain soir, capuche rabattue sur le visage, elle prit le métro jusqu'au canal. En approchant de la passerelle métallique, son cœur martelait sa poitrine. Elle regarda autour d'elle. Personne. Puis, une ombre émergea de derrière un pilier. C'était un homme d'âge moyen, maigre, les yeux cernés de fatigue. « Tu es la fille d'Hélène » chuchota-t-il. « Oui. Vous avez le dossier » Il leva une enveloppe brune. « Ta mère a essayé de sauver quelqu'un. C'est pour ça qu'ils l'ont réduite au silence. » Chloé tendit la main, mais avant qu'elle ne puisse toucher le papier, une détonation sourde retentit. L'homme s'effondra. Une tache rouge s'élargissait sur sa poitrine. Chloé hurla. L'enveloppe tomba au sol, et une paire de bottes noires sortit de l'ombre. Une voix siffla. « Tu aurais dû rester en dehors de ça. » La panique s'empara des passants en contrebas, les gens s'éparpillant comme des feuilles mortes dans le vent. Mais Chloé ne courut pas tout de suite. Elle s'agenouilla près de l'homme, pressant ses mains contre sa plaie. Son sang imprégna son sweat, mais ses yeux restèrent fixés sur l'enveloppe brune serrée dans la main sans vie de l'inconnu. Puis, des bruits de pas lourds, rapides. Elle arracha l'enveloppe, enjamba la rambarde et dévala la pente bétonnée de la berge. Ses genoux s'écorchèrent, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut comme si la vie de sa mère en dépendait. Parce que, d'une certaine manière, c'était peut-être encore le cas. Chloé fit irruption dans son appartement, verrouilla la porte et s'effondra sur le sol. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe tachée de sang. À l'intérieur, 3 objets. Une clé USB, un certificat de naissance et une photo de sa mère tenant un nouveau-né, le visage tuméfié et effrayé, debout près d'un lit d'hôpital maculé de sang. Le certificat de naissance portait le nom de Chloé, mais la case du père était vide. Et au dos de la photo, une phrase griffonnée. « Ils ont échangé les bébés. Elle n'est pas à moi, mais je l'ai élevée quand même. » Le souffle de Chloé se coupa. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle inséra la clé USB dans son ordinateur portable. L'écran clignota et ouvrit un dossier caché contenant un seul fichier vidéo. Elle cliqua sur lecture. Une caméra cachée dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôpital s'anima. Sur l'image, une Valérie beaucoup plus jeune se tenait aux côtés d'un médecin. Une femme, la mère de Chloé, était allongée dans un lit, groggy et terrorisée. Valérie chuchota au médecin. « Vous avez dit que le bébé était mort. J'ai besoin d'une ardoise vierge. Donnez-moi l'autre enfant. » La voix d'Hélène était pâteuse. « Où est mon bébé ?» Le médecin répondit froidement. « Vous êtes confuse. Vous n'étiez que la sage-femme. » La vidéo se coupa. Chloé resta figée. Sa mère n'était pas seulement une domestique. Elle avait mis au monde l'enfant de quelqu'un d'autre. Peut-être même Chloé elle-même. Valérie avait pris un bébé qui ne lui appartenait pas. Était-elle cet enfant? Chloé vivait-elle une vie volée par des mensonges? Elle ferma les yeux, la tête lui tournant. Puis son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Tu as découvert la vérité. Voyons maintenant jusqu'où tu iras. » Soudain, boum! La vitre à côté d'elle explosa vers l'intérieur. Fumée, flamme, cris venus de la rue. Elle se baissa, toussant, rampant vers la porte arrière. Quelqu'un avait mis le feu à son appartement. Elle attrapa l'ordinateur, le journal et la photo. Mais son sac à dos était trop petit pour tout contenir. Les larmes aux yeux, elle glissa l'objet le plus important, la clé USB, dans son soutien-gorge et sauta par la fenêtre de la cuisine dans la ruelle. Elle atterrit durement,
toussant, ses genoux saignant à nouveau. Derrière elle, l'appartement de son enfance brûlait comme son innocence. Elle, à peine capable de respirer, et là un taxi qui passait. « Emmenez-moi au domaine Valmont », haleta-t-elle. Mais à son arrivée, la sécurité refusa de la laisser entrer. « Mademoiselle, vous êtes sur liste noire. »« Quoi ?» ?»« Ordre de l'intérieur. Vous n'êtes pas autorisée ici. » Elle s'effondra sur le sol. Trahie, brûlée, brisée. Elle fixa les grilles dorées du monde de Gabriel et murmura. Alors, ce n'était qu'un autre test. Mais son téléphone vibra encore. C'est plus grand que Gabriel. Retrouve-moi là où vit la vérité, dans le bureau de son père. Minuit. Viens seule. Elle leva les yeux. Les grilles ne s'ouvrirent pas, mais son regard changea. Parce que maintenant, elle ne voulait plus d'amour. Elle voulait des réponses. Minuit à Neuilly-sur-Seine était trop calme pour une fille dont la vie venait d'exploser. Les murs du domaine Valmont se dressaient, hauts et froids. Mais Chloé ne venait pas avec la peur au ventre. Elle venait avec le feu dans les veines. Elle escalada la clôture arrière comme une fille qui n'avait plus rien à perdre. De la terre sous les ongles, du sang sur la manche et la vengeance en poche. La clé USB serrée contre son cœur. Ce soir, elle n'attendrait ni l'amour de Gabriel, ni les menaces de Valérie. Elle déterrerait la vérité elle-même, au seul endroit que personne n'osait toucher. Le bureau du défunt père. Les lumières du couloir étaient à détection de mouvement. Chloé se déplaçait comme une ombre, pieds nus sur le sol en marbre. Elle ne faisait aucun bruit. La maison dormait, mais les secrets ne dormaient jamais. Elle se souvenait du chemin. L'aile hête, après la bibliothèque, derrière l'étagère dissimulée. Gabriel avait mentionné l'endroit une fois en passant, sans savoir qu'elle mémorisait chaque mot. Quand elle trouva le bureau, la serrure était ancienne. Pas d'empreinte digitale, pas de code numérique, juste une simple serrure en laiton. Et à côté de la porte, scotchée sous une applique murale poussiéreuse, se trouvait une clé. Trop facile. Comme si quelqu'un voulait qu'elle entre. Elle pénétra dans la pièce. Le bureau sentait le cigare froid et la trahison. Des livres tapissaient chaque centimètre des murs, mais ses yeux se posèrent sur le bureau. Chêne massif, initiales gravées, C.V. Charles Valmont, le père de Gabriel. Elle ouvrit les tiroirs, cherchant la vérité. Pas seulement pour elle-même, mais pour Hélène. Pour l'homme qui était mort en lui donnant cette enveloppe. Pour chaque mensonge habillé d'un costume de créateur. Dans le dernier tiroir, elle le trouva. Un dossier caché marqué « Succession confidentielle ». Valérie. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques stipulant que l'enfant de Valérie, soi-disant le demi-frère de Gabriel, n'avait aucun lien biologique avec les Valmont. Une fraude à la paternité. Puis vint le document final, une révision de testament, jamais signé officiellement, mais notarié. Il stipulait, en cas de décès, je nomme Hélène comme tutrice légale de l'héritier si le lien du sang est confirmé. En cas de substitution, Chloé peut demander sa réintégration. Son cœur martelait ses côtes. C'était la vérité. Elle était la véritable héritière, la vraie fille, et ils avaient effacé sa mère pour réécrire l'histoire. Soudain, un point rouge dansa sur sa poitrine. Un laser. Elle se figea et reposa lentement le dossier. Chloé. La voix venait de l'ombre, derrière elle. C'était Valérie, vêtue de noir, tenant un pistolet muni d'un silencieux. Chloé se retourna lentement. « C'est vous qui avez tué cet homme sur la passerelle ?» Valérie eut un sourire en coin. « Il en savait trop, tout comme ta mère. »
Alors vous avez incendié mon appartement aussi ? Elle haussa les épaules. La vérité brûle, ma chérie. Tout comme les menteurs. Nous sommes doués avec les allumettes. Chloé ne recula pas. Pourquoi avez-vous si peur de la vérité ? Valérie s'approcha, l'arme toujours braquée. Parce que ta mère était censée mourir pauvre et oubliée, pas laisser derrière elle une fille assez intelligente pour riposter. Je ne riposte pas, dit Chloé. Je dévoile. Valérie leva son arme, prête à tirer, mais une voix grave gronda derrière elle. Ne bouge pas. Gabriel se tenait dans l'encadrement de la porte, flanqué de 2 agents de sécurité privés. Son visage était de marbre, ses yeux de feu. Baisse ton arme, Valérie. Elle siffla, venimeuse. Tu savais. Tu l'as laissé trouver la vérité. Je voulais qu'elle la trouve, répondit Gabriel. J'ai placé la clé. J'ai désactivé les caméras. J'avais besoin de savoir ce que tu cachais exactement. Les mains de Valérie tremblèrent. Tu t'es joué de moi. Gabriel hocha la tête pour la première fois. Oui. J'ai arrêté de tester les gens pour commencer à exposer les monstres. Valérie hurla et se jeta en avant, mais les gardes la plaquèrent au sol. L'arme glissa sur le parquet. Chloé s'effondra contre le bureau, les larmes coulant enfin. Gabriel se précipita vers elle. « Tu savais que je viendrais, » murmura-t-elle. « J'ai prié pour que tu le fasses, » dit-il, « parce que cette vérité devait être la tienne. » Le soleil matinal se levait sur Paris, projetant des reflets dorés sur le domaine Valmont. Mais à l'intérieur, la maison n'était plus un lieu de secret. C'était désormais une scène. Des camions de télévision s'alignaient devant la grille. Les journalistes chuchotaient dans leurs oreillettes. Les flashs crépitaient comme des yeux affamés. Tout le monde attendait. Gabriel avait envoyé lui-même les invitations à la presse, non pas pour redorer son image, mais pour brûler les mensonges qui étouffaient cette famille depuis des décennies. À l'intérieur, Chloé se tenait debout dans une simple robe bleue, la clé USB serrée dans sa main, prête à affronter une salle remplie des personnalités les plus puissantes de France. Elle n'était plus une serveuse. Elle était la vérité incarnée. Gabriel se tenait à ses côtés, vêtu d'un costume noir impeccable. Ses épaules étaient carrées, son cœur grand ouvert. Valérie avait été arrêtée aux premières heures du jour, inculpée pour complot, fraude et tentative de meurtre. Son visage faisait déjà la une des journaux en ligne. Mais la véritable histoire, c'était Chloé, et il était temps que le monde l'entende. Les caméras flashillèrent. La foule se tut. Gabriel monta au pupitre. « Pendant des années, dit-il dans le micro, j'ai rejeté l'amour, parce que je ne voyais que des gens qui en voulaient à mon compte en banque. Mais ensuite, j'ai rencontré une femme qui se fichait de qui j'étais. Elle ne se souciait que de la façon dont je traitais les autres. » Il se tourna vers Chloé, le regard tendre. « Elle m'a appris que l'amour ne se prouve pas dans les palais. Il se révèle dans la pauvreté, dans le service, dans le sacrifice. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Aujourd'hui, poursuivit-il, je ne fais pas qu'exposer une fraude. Je reconnais une vérité qui a été enterrée avec une femme nommée Hélène. » La salle retint son souffle. Elle n'était pas seulement une nounou. Elle était la gardienne légitime de cet héritage. Sa fille, Chloé, n'est pas seulement la femme que j'aime. Elle est la véritable héritière du nom Valmont. Les journalistes explosèrent de questions. Gabriel leva la main pour demander le silence. « Pour officialiser les choses, j'ai cédé 40% de ce domaine à Chloé. Mais plus que cela, j'ai une question pour elle. » Il se tourna, posa un genou à terre et ouvrit un écrin. La foule se figea. « Chloé, veux-tu m'épouser ?» Elle porta ses mains à sa bouche. Les larmes remplirent ses yeux. Les caméras zoomèrent. « Gabriel ?» chuchota-t-elle. Il attendit, immobile. Elle regarda autour d'elle,
les visages, les lumières, l'héritage. Et puis elle murmura « Oui ». La foule éclata en applaudissements, en larmes et en rires. Mais au milieu de la célébration, un homme restait dans l'ombre, observant de loin. Mêmes yeux, même carrure, même sang. Plus tard dans la soirée, Chloé se tenait seule dans le jardin du domaine. Les étoiles brillaient plus fort maintenant. L'homme sortit de l'ombre. « Votre mère n'a pas menti, dit-il. »« Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « J'étais là la nuit où vous êtes né. Votre mère a sauvé une vie et en a payé le prix. Quel est votre nom ?» Il sourit faiblement. « Juste un messager. » Il lui tendit une photo, une autre, celle de sa mère tenant 2 bébés, l'un avec un bracelet marqué CV. Puis il s'éloigna. Elle fixa la photo. 2 bébés, 2 noms, 2 destins. Gabrielle arriva derrière elle. « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête. « Je commence juste à comprendre qui je suis vraiment. » Il embrassa son front. « Tu es à moi. C'est tout ce qui m'importe. » Mais dans son cœur, un dernier mystère demeurait. S'il y avait 2 bébés, où était l'autre ? Une semaine après la conférence de presse, Paris bourdonnait encore. Les blogs titraient « La serveuse devenue héritière milliardaire » et « Le secret d'Hélène ». Mais sous les célébrations, l'âme de Chloé restait agitée. Une image la hantait, celle de sa mère tenant 2 bébés. L'un était clairement Chloé, l'autre n'avait pas de nom. S'il y avait eu un échange, qui était le 2e enfant ? Et surtout, où était-elle maintenant ? Chloé était assise dans son nouveau bureau privé, un cadeau de Gabrielle. Mais elle ne se sentait pas comme une milliardaire. Elle se sentait comme une fille poursuivant un fantôme. Le mystère du 2e enfant la brûlait de l'intérieur. Elle demanda à Gabriel de rouvrir l'enquête. Il accepta. Leur mariage pouvait attendre. La vérité passait avant tout. 2 jours plus tard, le détective privé de Gabriel revint avec un dossier. Un nom surligné en rouge. Camille Dubreuil, 27 ans, élevée en famille d'accueil, parents inconnus, correspondance ADN, 52% de lien fraternel avec Chloé. Les mains de Chloé tremblaient. C'est ma sœur, ma demi-sœur. Peut-être élevée par quelqu'un en qui Hélène avait confiance, ou quelqu'un qui l'a volée. Les larmes lui montèrent aux yeux. Où est-elle maintenant ? Elle vit à Belleville, elle travaille comme couturière. Elle mène une vie tranquille, sans savoir qui elle est. Chloé murmura. Alors il est temps qu'elle le découvre. Le lendemain, Chloé s'habilla d'un jean et d'un haut simple pour dissimuler son identité. Elle prit le métro, seule, s'enfonçant dans les rues animées du quartier populaire. Le bruit, l'agitation, l'odeur du maïs grillé, tout cela lui rappelait la vie d'où elle venait. Elle trouva le petit atelier de couture niché entre 2 immeubles. À l'intérieur, une jeune femme était penchée sur une machine à coudre, fredonnant doucement. Chloé entra. La fille leva les yeux. Mêmes yeux, même fossette quand elle souriait. « Bonjour », dit Chloé, le cœur battant. « Je m'appelle Chloé. Je pense que nous devons parler. » La fille cligna des yeux. « D'accord. Est-ce qu'on se connaît ?» Chloé sourit doucement. « Peut-être pas encore, mais moi, je vous connais. » Elles s'assirent dans l'arrière-boutique et Chloé partagea tout. Le journal d'Hélène, les photos, l'ADN. Au début, Camille ne la crut pas. Puis elle ouvrit l'enveloppe que Chloé avait apportée. Ses mains tremblèrent, ses genoux cédèrent, et elle pleura. « J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose, » chuchota-t-elle. « Comme si je n'étais pas à ma place. »« Tu l'es maintenant, » dit Chloé. « Ta place est avec moi. » Ce soir-là, Chloé amena Camille au domaine. Gabrielle l'accueillit comme une membre de la famille. Le personnel s'inclina, mais Chloé les arrêta. Ce n'est pas une invitée, elle fait partie des nôtres désormais. Camille regarda autour d'elle, émerveillée.
On dirait un rêve. Chloé sourit. Ce n'en est pas un. C'est ta vie maintenant, à toi aussi. Quelques semaines plus tard, les cloches du mariage sonnèrent. Pas dans un château, pas dans un hôtel 5 étoiles, mais dans un orphelinat public que Chloé finançait au nom de sa mère. Elle remonta l'allée en tenant 2 photos, celle de sa mère et celle de Camille bébé. Gabriel la retrouva à l'hôtel, les larmes aux yeux. « Tu n'as pas seulement changé ma vie, » chuchota-t-il. « Tu m'as donné une raison d'aimer à nouveau. »« Et tu m'as rendu ma voix, » répondit-elle. « Pas celle d'une serveuse, mais celle d'une femme qui sait qui elle est. » Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, la foule applaudit. Mais quelque part dans les coulisses, dans un van noir aux vitres teintées garé près du portail, une main familière posa un dossier sur le siège passager. À l'intérieur, un nouveau test ADN portait le nom de Camille Dubreuil. Père, Charles Valmont. Le chauffeur referma le dossier et murmura « C'était elle, la véritable héritière, depuis le début. »